arrivé ici? Réfléchissez, Ariane. Où êtes-vous en ce moment? On est en train de rêver? Vous êtes au beau milieu d'un atelier pratique, là, endormi. Vous suivez votre première leçon de rêve partagée. Gardez votre calme. Jamais un simple rêve, pas vrai. Inception est un film de science-fiction qui a rapporté 800 millions de dollars de rendement et 4 prix Oscar. Son réalisateur Christopher Nolan nous invite à découvrir un personnage hors du commun, incarné avec brio par l'acteur Leonardo DiCaprio. Il s'agit de Dom Cobb, voleur expérimenté et manipulateur. Sa mission principale consiste à implanter une idée étrangère dans le subconscient d'un sujet qu'il a considéré à son réveil comme étant l'une des siennes. Le manipulateur est une personne qui vit et prospère aux dépens des autres. Ce comportement parasitaire se manifeste aussi bien chez les humains que chez les animaux. Le cas de l'oiseau coucou est caricatural. Il a la particularité de pondre ses œufs dans le nid d'un oiseau d'une autre espèce. Ce comportement est appelé parasitisme de couver. Tout le monde connaît son chant. Mais presque personne ne le connaît lui. Le coucou gris cultive la discrétion, et pour cause. Ni vu ni connu, il dépose ses œufs dans le nid d'autres oiseaux pour ne pas avoir à les couver. Pas étonnant qu'il ait une flopée d'ennemis. Il laisse à de frêles passereaux le soin d'élever ses petits. Mais le plus étonnant, c'est que la supercherie ne soit pas découverte. Même des oiseaux intelligents comme les corneilles acceptent sans broncher la présence d'un coucou dans leur nid. Par quel mystère? La femelle coucou dépose ses œufs dans le nid des autres oiseaux. Le nid de la roseroy et farvate est très souvent exploité, parce qu'elle est tout simplement naïve. Dans la jungle humaine, nous avons nos exploiteurs, qui imitent les déclencheurs de nos réactions automatiques. Et contrairement aux réactions animales qui sont instinctives, nos séquences enregistrées se fondent sur des principes d'ordre psychologique. Prenons un exemple. Bernard Madoff, condamné le 29 juin 2009 à 150 ans de prison pour avoir réalisé une escroquerie de type Ponzi. La somme en jeu est à peu près 65 milliards de dollars. Vous voulez savoir comment amener les gens à vous remettre leur argent en toute confiance? Je vous dis ça tout de suite. Vous leur présentez un produit exclusif. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un fonds fermé. Un club privé réservé à une élite triée sur le volet. Vos références ne sont pas en cause. Ce fonds est fermé aux nouveaux investisseurs. Bien entendu, ce n'est qu'un appât. Rien ne fait plus envie aux gens que ce qu'on leur met sous le nez en leur disant qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Vous vous faites désirer, vous les faites baver, et ensuite, je vais faire une exception pour vous. Et une fois qu'ils ont plongé, vous les rassurez. Vous leur donnez des rendements constants, autour de 10-12% par an, année après année. Si on vous demande « Comment faites-vous? Quel est votre secret ?» Vous leur répondez « C'est un secret de fabrication ». Et si les questions persistent, vous mettez en cause ma façon de faire? Montez me voir, je vous rédige un chèque de la totalité de votre apport et vous sortez du fonds. Bien entendu, la seule chose que vous n'avez pas les moyens d'avoir, c'est que l'argent s'en aille. Tant que les dépôts dépassent les retraits, vous pouvez vivre comme un roi. C'est un business plan tout simple. Les clients me donnent leur argent et je les rends plus riches que Crésus. Vous pourriez dire que je suis un magicien. Et comme chacun sait, un bon magicien ne révèle jamais ses secrets. Le système Ponzi, du nom de l'italien Charles Ponzi, il a manipulé 40 000 personnes pour qu'ils investissent dans une structure doteuse, en présentant des promesses de rentabilité de 50% en 90 jours seulement. Ce système d'escroquerie est simple.
Les intérêts versés aux anciens investisseurs sont prélevés sur les sommes placées par les nouveaux investisseurs, ainsi de suite. Quelles sont alors les techniques de manipulation qui inhibent notre système de contrôle et nous rendent aussi aveugles et sans bouclier, qui nous protègent contre la mauvaise foi et aux intentions malveillantes des professionnels de persuasion? Pour les connaître, on vous invite à lire l'ouvrage Influence et manipulation. C'est une œuvre du psychologue américain de l'Université d'Arizona, Robert Cialdini, 1945. Il explique que l'existence des manipulateurs est tellement fondée, en disant que ceux qui ne savent pas faire dire oui disparaissent rapidement. Les autres survivent et prospèrent. Fin de citation. Ce qui facilite le travail d'un manipulateur est l'incertitude qui règne dans certains contextes. Supposons qu'on est à la croisée des chemins. On pose la question sur le one best way à suivre. Si on est pressé à décider, alors nous sommes davantage disposés à nous en remettre au premier indice donné par notre environnement pour déterminer la conduite à tenir. Le premier principe qui oriente nos choix est le principe de réciprocité. Dans notre vie, il faut faire attention aux offres gratuites, car dans certains contextes, elles ne représentent pas un geste authentique de générosité, mais plutôt une tactique de persuasion, pour se sentir redevable, comme le chef de service commercial dans les magasins qui offre à sa clientèle des échantillons gratuits ou des promesses de baisse de prix. Cette concession génère chez les clients un sentiment d'obligation pour conclure l'achat. Néanmoins, l'objectif du commercial, dans la plupart du temps, n'est pas de servir nos intérêts, mais de servir les siens en augmentant les ventes et de facto ses commissions à recevoir. Deuxième principe s'appelle engagement et cohérence. Léonard de Vinci simplifie ce principe en disant « Il est plus facile de résister d'abord qu'ensuite ». Cela marque qu'on est parfois prisonnier de nos propres paroles. Si quelqu'un nous manipule pour exprimer publiquement un engagement, surtout par écrit, noir sur blanc, cela nous oblige à respecter les termes de cet engagement, afin de paraître cohérent. Je suis cohérent quand ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense est aligné. Gandhi. Troisième principe, la preuve sociale. La vérité, c'est les autres. Lorsque nous ne sommes pas sûrs de nous, nous avons tendance à imiter les autres. Cela nous rassure, car se retrouver tout seul est tellement inconfortable. Néanmoins, lorsque tout le monde pense pareil, personne ne pense vraiment. Walter Lippmann. Le quatrième principe s'appelle la sympathie, le gentil voleur. C'est difficile de refuser sa contribution si c'est un ami ou un membre de la famille qui vous le demande. Notre entourage, dans la plupart du temps, influence nos choix quotidiens. Pour les satisfaire coûte que coûte, c'est au détriment de nos spécificités, de notre temps de loisir et de notre confort. L'essentiel, c'est de maintenir un certain équilibre entre soi et les autres. Force est de constater qu'un escroc généralement fait preuve de sympathie. Il soigne son apparence physique et fait semblant d'être un membre de votre famille ou groupe d'amis. Une fois vous baissez la garde, le risque de se faire manipuler ou voler augmente. Dans un autre propos, Clérence Daron nous explique que le travail d'un avocat consiste pour l'essentiel à rendre son client sympathique au jury. Étrange déclaration faite par un juriste. Au lieu de préparer les arguments, ils vont mieux séduire le jury. Cinquième principe, l'autorité. Nous apprenons depuis notre naissance que l'obéissance aux autorités compétentes est louable et la désobéissance est condamnable. S'il faut en croire un livre intitulé « Les erreurs médicales, causes et prévention » de deux professeurs de pharmacie Michel Cohen et Neil Davis, le fait de ne jamais contester l'ordonnance des médecins est à l'encontre du bon sens. Dans ce livre, les deux auteurs ne parlent même d'un cas étrange. Un médecin avait ordonné des gouttes pour les oreilles pour un patient souffrant d'une infection douloureuse. Mais au lieu d'écrire complètement traitement analogue sur l'ordonnance, le médecin utilisa des abréviations. C'est bien l'ordonnance portée traitement anal. Je vous laisse imaginer la réaction de l'infirmière. La leçon à retenir de cette anecdote est que dans bien des cas, quand une autorité légitime a parlé, le bon sens n'est plus de mise. Quand nous réagissons sur le mode de déclic, nous sommes souvent vulnérables au symbole d'autorité qu'à sa réalité. Le sixième principe, c'est la rareté. Nous cherchons tous la perle rare. En économie, la rareté crée de la valeur. Prenons l'exemple classique d'un verre d'eau. Au beau milieu d'un désert aride, un verre d'eau est une ressource rare. Sa valeur est importante. Au bord d'un ruisseau,
l'eau est disponible en abondance. Sa valeur est quasi nulle. La rareté d'un objet plus la présence de compétition nous pousse à conclure rapidement l'achat. Pour cette raison, certaines entreprises utilisent ce qu'on appelle marketing de la rareté, procédé qui consiste à organiser la rareté artificielle d'un produit, dans sa production ou sa distribution. L'objectif est de tirer profit de cette situation de monopole. On vient de voir ces grands principes susceptibles d'orienter nos choix. Réciprocité, engagement, preuve sociale, sympathie, autorité et rareté. Ceci dit, Robert Cialdini nous recommande d'être très vigilant et d'utiliser notre matière grise avant de prendre toute décision hâtive, qui peut parfois nous ruiner. D'une manière caricaturale, il faut être en quelque sorte comme la Rolls-Royce Verderoy. En effet, ce oiseau arrive à démasquer les manœuvres du coco gris. La petite fauvette a délogé l'importun. Mais sa méfiance est éveillée et elle inspecte aussitôt sa nichée. Effectivement, un œuf, un peu plus gros que les autres, lui paraît suspect. Comment faire pour le neutraliser ? À l'étage au-dessus, chez les Rousserolles et Farvat, personne ne se doute de la présence d'un imposteur dans le nid. De son côté, la Rousserolle Verderolle s'échine à fracasser l'œuf indésirable. La coquille des œufs de coucou est très épaisse, mais elle finit par se briser. Ce qui suit surprendra peut-être les ornithologues les plus avertis. La rousserolle dévore l'œuf. Ce qui aurait dû devenir un coucou finit en œuf à la coque au fond de son gosier. La vie des coucous n'est pas un long fleuve tranquille. L'occupant indélicat a été démasqué, puis éliminé. La rousserolle Verderolle est très douée pour reconnaître les œufs qui ne sont pas les siens. Le coucou fait souvent chou blanc avec elle. Voilà, tout est rentré dans l'ordre dans son nid. Qui perd qui gagne ? D'un côté, les oiseaux parasités améliorent le contrôle de leurs œufs, de l'autre, le coucou est obligé de perfectionner le mimétisme des siens. La rousserolle et Farvat, elle, est trop naïve. Faute d'examiner ses œufs avec toute la rigueur voulue, elle accueille dans son nid une bombe à retardement. Au passage, je vous invite à lire l'œuvre de George Samuel Clayson, L'homme le plus riche de Babylone. Ce qui m'intéresse ici, c'est la loi numéro 5 d'Arcade, et explique que l'or fuit l'homme qui le forcerait à rapporter d'impossibles gains ou qui suivrait le conseil séduisant des fraudeurs et des trompeurs ou qui se fierait à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. En face d'un professionnel de persuasion, il ne faut pas être aveugle. C'est un loup qu'il faut observer, analyser avec soin ses comportements, après, agir en connaissance de cause. Le loup tourne autour du garçon. Des griffes noires et puissantes. Le poil sombre comme la nuit. Les yeux rougeoyants, tels des rubis sortis du gouffre de l'enfer.
L'énorme loup renifle, savourant l'odeur du festin à venir. Ce n'est pas la peur qui le tient, seulement un sens plus aigu des choses. L'air froid dans ses poumons. Les pins courbés par le vent dans la nuit qui tombe. Avant de terminer, faisons une lecture de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Notre feuille de route alors est: premièrement, chaque personne doit avoir une mission dans la vie, un objectif à atteindre. Pour être libre, il ne faut jamais faire marcher avec les criminels et les escrocs. Ces derniers ne croient en aucun principe éthique pour guider leur comportement. Ils peuvent vous manipuler comme ils peuvent vous tuer, sans pitié. Dans toutes les situations, vous êtes perdant. Deuxièmement, il faut agir dans un esprit de fraternité. Il nécessite de nouer des relations de confiance. C'est une stratégie gagnant-gagnant. Tel est le cas de l'oiseau indicateur. Étrange nom, n'est-ce pas? Et s'explique par le fait qu'il indique à des amateurs de miel, par un chant particulier, l'emplacement des ruches sauvages. L'homme récolte le miel, puis l'indicateur se nourrit de la cire. Un cas remarquable de mutualisme. Il vit en Afrique, dans la savane arborée de Zambie. Les oiseaux d'ici semblent aimer les couleurs vives. Sauf un, tellement discret qu'il est presque invisible dans l'enchevêtrement des branches. Le grand indicateur ne tient pas à être vu, car, comme le coucou, il pond ses œufs dans le nid d'un autre. Mais pour l'instant, il a faim. Et il mangerait bien de la cire d'abeille, son mets favori. Problème, il faut passer le barrage des gardiennes à l'entrée de la ruche. L'indicateur a besoin de renfort. Et il sait où en trouver. Il cherche l'aide des hommes comme Lazaro. Il émet quelques tris, s'avance un peu et attend que Lazaro le rejoigne. Il continue ce manège sur quelques centaines de mètres. But atteint. La fumée sert à engourdir les abeilles. Lazaro peut alors récolter les rayons de miel. Et tout ça grâce à l'oiseau pilote. Pas étonnant que les hommes l'adorent. Lazaro opère à main nue à une hauteur vertigineuse. Et il en sera quitte pour une dizaine de piqûres. L'homme récolte le miel. Et l'oiseau? Il reçoit sa récompense. C'est le seul oiseau capable de digérer la cire d'abeille. Ce partenaire est très à cheval sur l'équité. S'il ne touchait pas sa part, il mettrait rapidement fin à leur arrangement.
Une relation à bénéfice mutuel.